Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live Facebook à propos de Snooze Alone en petite enfance. Je suis Sidonie Filion, je suis psychomotricienne. Ça fait maintenant plus de 13 ans que je pratique Snooze Alone en petite enfance et au sein de diverses institutions, notamment des foyers pour personnes handicapées mentales et psychiques. Et ça fait maintenant 6 ans que je donne des formations Snooze Alone en France, dans toute la France, à la fois en inter, avec des personnes de différentes institutions, et en c'est-à-dire au sein de crèches, RAM ou d'autres structures. Donc, déjà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé. J'espère que votre confinement se passe bien, tant d'un point de vue émotionnel, relationnel avec les autres, dans l'espace dans lequel vous vivez. Peut-être est-ce l'occasion de prendre un temps pour vous occuper de vous, pour vous occuper aussi de choses que vous n'avez pas le temps de faire et que vous êtes en bonne santé. Encore une fois, j'ai une pensée très forte pour mes collègues soignants qui accueillent les malades et qui sont auprès des malades. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'ai à cœur cette série de questions-réponses. Alors là, je vais déjà dans un premier temps reprendre les questions que vous aviez et on prendra un temps pour des questions en direct. Alors je pense finalement trouver comment réussir à faire des interviews, seulement a priori d'interviews en Facebook Live, mais plutôt je vais enregistrer des interviews via Zoom et je les mettrai sur une page YouTube dont je vous laisserai le lien sur la page. Et du coup, ça me permettra de pouvoir interviewer des personnes qui ont des spécificités ou aussi qui peuvent vous faire partager leur expérience dans la petite enfance, au niveau maternel, au niveau des rames, etc. Voilà. Je voulais faire un rappel à propos du groupe. Donc ce groupe est un groupe autour de Snooze Alone et petite enfance. Mais tout le monde y est bienvenu. Toutes les personnes qui s'intéressent au Snooze Alone peuvent venir participer, poser des questions autour de ce thème-là. Que vous dire d'autre je vais essayer de développer des outils pour vous permettre de mieux comprendre Snooze Alone. Enfin, le live en est un, parce que, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, pour moi, Snooze Alone, c'est une vraie façon de réinstaller le bien-être à la fois pour les enfants, mais aussi surtout pour les professionnels, et revenir à notre cœur de métier, c'est-à-dire accueillir l'enfant et son parent, et avoir un peu plus de sens dans ce qu'on fait, arrêter de courir tout le temps et revenir à des choses essentielles. Voilà. Donc, je vais commencer par faire un petit rappel. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde pour ceux et celles qui sont arrivés. Sur ce que c'est que Snooze Alone et ce que ça n'est pas. À chaque fois, je fais des rappels en lien avec les nouveaux inscrits pendant la semaine, ce qu'ils disent de ce qu'ils ont, de pourquoi ils vivent. Et du coup, passer. Donc déjà faire un petit rappel sur Snooze Alone, ensuite on fera un rappel sur la sensorialité de l'enfant. Bonsoir Annie. Je vous reparlerai du matériel. J'ai ramené mon petit sac à malice
Je rappellerai qu'il y a un fichier que vous pouvez lire qui est assez complet. On parlera des surstimulations, on parlera de la grille d'observation, des enfants qui sont très speed, du snooze alone à la maison, des ateliers parents-enfants, comment on amène snooze alone, et je vous ferai un retour d'expérience sur les différentes possibilités qu'on a pour mettre en place snooze alone. J'invite aussi les personnes qui sont formées et qui pratiquent snooze alone à échanger, à partager comment eux, ils l'ont mis en place. Voilà. Je vais déjà commencer, bonsoir Stéphanie, par un rappel sur snooze alone. Alors, qu'est-ce que c'est que snooze alone? Je vais commencer par ce que ce n'est pas. Snooze alone, ce n'est pas une méthode. Snooze alone, ce n'est pas une technique. Snooze alone, ce n'est pas une pédagogie. Snooze alone, ce n'est pas de la relaxation. Snooze alone, ce n'est pas de la stimulation au sens de l'adulte qui propose des stimulations à l'enfant. Et ce n'est pas de l'éveil sensoriel non plus. Ce n'est pas une activité dirigée. Ce n'est pas une activité non plus, malgré qu'on puisse la mettre pour des questions d'organisation sur un planning d'activité, ce qui peut être plus facile au niveau logistique. Alors, qu'est-ce que c'est snooze alone? Snooze alone, c'est un temps de partage, un temps de rencontre, un temps où l'adulte et l'enfant sont un peu dans une bulle, où l'adulte et les enfants, où il y a de la réciprocité, où il y a un être bien ensemble, être avec. Mélanie dit snooze alone, c'est la vie. Oui, quelque part, c'est un peu une philosophie de la vie. Pour ceux qui me connaissent, c'est ce que j'essaye d'appliquer tous les jours. Ce n'est pas un coin dans l'espace de vie. Snooze alone, c'est un espace-temps privilégié, mais qui doit être hors de la section. Pourquoi? Parce que profondément, ce qui est très important, c'est un état de disponibilité de l'adulte pour créer de la disponibilité et de la rencontre chez les enfants. Et la disponibilité, elle n'est pas possible si vous restez dans l'espace de vie, parce qu'il y a les autres enfants autour. Donc installer un espace sensoriel, dans l'absolu, c'est très intéressant, mais ce n'est pas du snooze alone. Le snooze alone, c'est un espace-temps privilégié, un peu comme une bulle, très particulière. Alors, j'ai eu pas mal de questions concernant les stimulations sensorielles et notamment les stimulations visuelles. Alors, je vais faire un petit rappel sur la sensorialité de l'enfant. La sensorialité de l'enfant, elle est bien plus large que les 5 sens. Elle comprend ce qu'on appelle la proprioception, qui est la conscience de la position de l'espace, du corps dans l'espace. Donc, c'est la conscience de, par exemple, si vous avez la tête comme ça ou comme ça, vous le sentez. Il y a aussi le sens de l'équilibre, qu'on appelle de manière plus complexe le sens vestibulaire, qui est quand même très utile. Et donc, l'enfant arrive au monde avec un système sensoriel qui est à la fois en construction et à la fois mature sur certains points. Le sens particulier qui n'est pas mature à la naissance, c'est le sens visuel. La maturité de l'acuité visuelle et donc de toutes les possibilités visuelles de l'adulte sera mature entre 4 et 5 ans. Il va quand même pas mal vers 18 mois, mais sa rétine et tout le système visuel est en formation. Et donc, ce n'est absolument pas le sens privilégié de l'enfant. C'est le sens privilégié de l'adulte. Et si vous n'avez pas fait de formation snooze alone, quand vous construisez vos espaces snooze alone, vous allez mettre du visuel partout, avec plein de jeux, des petites boules colorées, plein de petits jeux de lumière. Or, c'est pas ça l'essentiel pour l'enfant. Déjà, les espaces de crèche sont extrêmement
visuel avec plein de couleurs différentes, etc., avec des néons forts, avec beaucoup d'informations visuelles de discrimination. Mais l'essentiel, avant tout, entre 0 et 3 ans, en tout cas entre 0 et 2 ans, c'est avant tout que l'enfant il ait directement sur son corps pour sentir son corps. Donc des informations tactiles, des informations liées au mouvement, des informations liées à l'équilibre et des informations liées à la proprioception. C'est-à-dire tout ce qui lui permet de sentir la surface de son corps, le volume de son corps, de pouvoir l'expérimenter dans le mouvement, dans l'expérience. Et donc, l'enfant aussi, il construit sa sensorialité, et parce que la sensorialité est la base de tout le système intellectuel. Bonsoir Najat. Et donc, c'est un système en construction. Ce qui fait que si vous le stimulez trop, le cerveau de l'enfant, c'est comme un ordinateur. Si vous lui envoyez trop de stimulation, il va surchauffer. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que tout ce qui est stimulation visuelle, pour moi, ça doit être des éléments qui doivent constituer l'ambiance générale et pas les jeux que vous allez mettre ou les petits objets que vous allez mettre en majorité dans votre espace Nosolon. Donc j'ai ramené ce que j'ai un petit peu dans mon sac magique. Donc si vous avez une salle, qu'elle soit éphémère ou fixe, vous pouvez utiliser les petits projecteurs comme ça que vous avez quand on est aux périodes de Noël. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que ça projette des aurores boréales et ça vous projette dans l'ensemble de la pièce. Vous avez ce projecteur-là aussi, qui est le projecteur Star étoilé, qui donne une nébuleuse avec des petites étoiles. Et puis, vous avez le projecteur de l'espace qui vous fait un gros rond avec des qui bougent dans tous les sens. Voilà. Et si jamais vous faites Snoozolon dans une tente, en fait, le mieux, c'est les petites choses du type la tortue de nature et découverte, soit qui projette des vagues, soit qui projette des petites étoiles un petit peu partout. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Alors, par rapport au matériel. Le matériel, déjà, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. On est d'accord, dans la petite enfance, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc on va faire sans, puisqu'en fait, l'essentiel, ce n'est pas le matériel, c'est avant tout la disponibilité de l'adulte. Donc je le rappelle, pour tout ce qui concerne le matériel, vous avez un fichier complet qui est sur les fichiers de ce groupe. Vous allez dans l'onglet Fichiers et il n'y a qu'un seul fichier pour l'instant qui concerne tout le matériel avec des conseils et avec toute une démarche à comprendre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il ne s'agit pas d'en mettre partout et de laisser beaucoup d'objets ou beaucoup de stimulation un peu partout. Ce n'est pas l'idée. Plutôt de créer une bulle, de créer une ambiance visuelle et ou musicale, et de proposer un espace particulier où tout le monde est confortable, où on va pouvoir trouver différentes hauteurs, différentes textures au niveau des endroits où on peut s'installer, qui est du dur, du mou, du moins mou, et quelques petits objets. Bonsoir Rosane. Et quelques petits objets, ça ne sert à rien d'avoir plein d'objets.
Alors, je vous conseillerais, et c'est en lien avec ce que j'ai mis sur le document, de mettre à disposition des petites boîtes que les enfants peuvent ouvrir tout seuls avec 3-4 choses différentes en plusieurs exemplaires qu'ils vont utiliser s'ils en ont envie. Donc en fait, il n'y a rien à faire. Vous laissez ces petites boîtes où 2-3 choses sorties, pas plus, et il n'y a rien d'autre à disposition. Ça, c'est plutôt dans l'attente. Dans l'espace, et vous laissez faire les enfants. Les enfants, ils vont simplement aller chercher des choses qu'ils ont envie, peut-être qu'ils sortiront, qu'ils retourneront les boîtes, qu'ils vont explorer pendant un certain temps, et voilà. Donc l'idée, c'est d'en mettre partout, et surtout si vous avez une salle avec du matériel, il ne s'agit absolument pas de tout allumer. Parce que sinon, le cerveau de l'enfant, il est en surchauffe. Je fais une précision donc, que j'ai déjà dit sur le groupe concernant les lumières UV. La rétine de l'enfant étant en cours de formation, les lumières UV ne sont pas spécialement conseillées. Alors, il n'y a aucun article scientifique qui dit qu'il ne faut pas utiliser de lumière UV pour les enfants. Maintenant, je pense que c'est mieux d'agir en termes de précaution et de ne pas mettre de lumière UV parce que c'est quelque chose qui au niveau de la rétine, entraîne certains types de fonctionnement de certaines cellules qui ne sont pas forcément matures chez l'enfant. Voilà. Et pour tout ça, on a besoin d'avoir des sous. J'ai pratiqué Snooze Alone pendant 4 ans en tant que vacataire dans des dortoirs avec une tente Quechua 3 places pliable et à peu près 90 € de matériel. Plus quelques trucs à fabriquer soi-même. Donc si vous avez des choses fabriquées, alors s'il vous plaît, pas encore de bouteilles sensorielles, parce que les bouteilles sensorielles, sachant que les enfants ont une vision qui est réduite, bon, c'est pas la priorité. Et puis pour les choses assez lourdes, donc si vous avez envie d'en faire, faites plutôt des choses qui font du bruit que des petites paillettes, etc. Parce que ça peut être très précis à regarder. On m'a posé une question sur la grille d'observation, sur une grille d'observation. Alors, il y a 2 choses concernant l'observation. Je me réfère au travail d'Anne-Marie Fontaine sur l'observation projet. Ça peut être intéressant d'aller observer les enfants dans leur goût sensoriel, c'est-à-dire faire des observations individualisées des enfants sur qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, vers quel type de sensation ils vont en général. Ça vous donne du coup plus d'informations pour pouvoir individualiser l'accompagnement au quotidien. Et ça, il n'y a pas besoin de le faire en Snooze Alone. Concernant les grilles d'observation pendant les séances, moi je me pose la question de qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert, est-ce que c'est pas un temps qu'on pourrait consacrer à autre chose, et ça nous remet encore dans le cerveau. Quand vous n'êtes pas dans une institution médico-sociale, vous avez un suivi avec un objectif thérapeutique et un projet de soins, est-ce que ça a vraiment du sens d'utiliser d'observation et de tuer des arbres pour ça? Je ne sais pas. Moi, je me pose la question. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de grille d'observation dans la petite enfance. Pour ce qui est du matériel lesté, alors, le matériel lesté est très intéressant dans l'absolu pour pouvoir sentir les limites de son corps. C'est quelque chose qui est souvent utilisé auprès des résidents et des personnes avec autisme. Cependant, c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention. Parce que d'avoir quelque chose de lourd, ça peut entraîner des troubles veineux ou des choses
des choses compliquées. Donc, pour utiliser des choses lestées, moi je vous propose d'en fabriquer et de faire des choses lestées avec des balles de piscine à balles que vous recyclez dans des housses de couette. Et tout ce qui est lesté ne doit pas dépasser 10% du poids total de l'enfant. Donc, on va dire que à la crèche, ils font à peu près entre 5 et 15 kilos. Donc, vous pouvez avoir plusieurs objets lestés à disposition des enfants, entre 500 grammes et 1,2 kg, 1,3 kg. Voilà, que vous pouvez, si vous en avez envie, fabriquer parce que, a priori, à part un lézard chez Optoys, il n'y a aucun objet lesté qui fait moins de 3 kg. Donc, qui n'est pas pour la crèche. On m'a posé la question d'un enfant super speed. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il est super speed. Maintenant, s'il augmente son angoisse, sa tension et son hyperactivité motrice lors d'une séance nausélène, il y a plusieurs possibilités. Moi, de toute façon, je ne vous donnerai pas une réponse, mais plutôt des pistes. Première chose, il ne se sent pas en sécurité dans l'espace. Deuxième chose, il ne se sent pas en sécurité avec la personne qui l'accompagne. Troisième chose, il y a trop de stimulation et ça vient trop l'exciter. Voilà. Les enfants super speed ont souvent des problèmes de l'enveloppe corporelle et sont du coup extrêmement sensibles à tout ce qui est stimulation sensorielle dans l'environnement et ils ont plus besoin d'avoir une personne encore plus disponible et deux, un environnement autour d'eux qui soit quand même hypo-stimulant. Voilà. Alors, Snoozelen à la maison, avec votre enfant, en fait, la question est complexe parce que c'est pas le contexte dans lequel a été pensé Snoozelen. Donc l'idée, c'est plutôt de prendre les mêmes informations au niveau du matériel. Vous pouvez le compléter par... il y a plusieurs articles sur le blog d'Optoys sur comment créer un coin sensoriel à la maison. Après, si c'est votre enfant qui soit porteur de handicap ou non, il y a un lien privilégié. Et donc l'idée, c'est de proposer ça aux enfants, non pas quand ils sont speed ou quand ils s'énervent, mais plutôt à un moment où ils sont disponibles et où vous êtes disponible. Voilà. Atelier parents-enfants. Alors moi, j'ai pu mettre ça en place. Vivre ensemble une expérience Snoozelen entre des parents et des enfants, c'est vraiment quelque chose d'intéressant si les parents supportent l'ambiance Snoozelen et sont accompagnés pour comprendre, si vous voulez, l'accompagnateur en Snoozelen va être médiateur entre l'enfant et le parent, sachant que l'idée, c'est toujours l'enjeu de Snoozelen, c'est un temps de rencontre. Donc, dans les ateliers parents-enfants, c'est vraiment un lieu où on va accompagner le parent à recréer du lien qui est là pour l'enfant et pouvoir partager un moment et essayer de se rencontrer quand des fois il peut y avoir des difficultés, effectivement. Amener les enfants en Snoozelen. Ouvrir la porte. C'est-à-dire que des fois on a envie de trop réfléchir et on se dit que on veut expliquer aux enfants, etc. Mais en fait, ils n'ont pas forcément besoin d'explications. Alors par contre, je ne vous conseille pas d'avoir la lumière éteinte et des trucs un peu bizarres allumés. Ouvrez la porte plutôt sur une pénombre, mais où on voit bien. Peut-être avant, si c'est dans une salle, allez-y avec les enfants sans allumer le matériel, juste pour qu'ils puissent la visiter, juste pour qu'ils puissent
se l'approprier en fait. Enfin, ce dont je voulais vous parler, c'était les différentes possibilités que moi j'ai pu expérimenter pour mettre en place Snooze Alone. Alors moi j'avais une expérience un peu particulière parce que j'étais vacataire, donc j'étais à la crèche que 4 heures par semaine, donc je ne faisais pas partie des taux d'encadrement. Et pour faciliter ma logistique, j'avais pris du temps pour observer les enfants dans leurs préférences sensorielles. Et donc, dans ma tente, je faisais des groupes fermés de 3 ans. Et du coup, je mettais 3-4 éléments en lien avec ce qu'aimaient les enfants. Par exemple, j'étais ensemble 3 enfants qui étaient plus attirés vers des objets sonores. Et dans ma tente, je mettais 2-3 objets sonores en plusieurs exemplaires, une ambiance, et voilà, c'est tout. Dans une salle, en fait, moi, je pose une ambiance visuelle ou auditive, ou après, au bout d'un certain temps, peut-être des fois essayer les deux. Et j'ai 3 ou 4 boîtes avec des types de sensations à l'intérieur, dans un environnement expliqué avec différentes hauteurs, peut-être un matelas haut, etc. Et du coup, je laisse les enfants faire. Et moi, je vais essayer d'aller les rencontrer à partir de ce qui les attire, vers quoi ils jouent, ce qui les intéresse, etc. J'ai oublié de répondre à la question sur combien d'enfants. Ça va dépendre de votre surface. Combien d'enfants? C'est, moi je dirais entre 1 et 5 maximum. Mais 5, ça va être dans 15 mètres carrés. La moyenne, en gros, c'est 3, mais ça doit varier aussi en fonction de ce qui est là pour vous. C'est-à-dire que moi, par exemple, au bout de 3 enfants, j'arrive beaucoup moins à être disponible. Maintenant, si vous êtes dans une tente, c'est une tente Quechua 3 places, c'est un adulte et 3 enfants au maximum. Donc c'est 1, 2 ou 3. Pour le temps, la durée de la séance, ça va dépendre de plusieurs facteurs. C'est combien de temps les enfants sont disponibles, à quel moment, combien de temps vous êtes disponible et surtout combien de temps on vous donne, logiquement. D'expérience, au bout de 10 ans, je dirais qu'entre 15 et 20 minutes de séance pour un groupe maximum, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il y a des fois où ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 5 minutes. Voilà. C'est en fonction de ce qui se passe. En fait, il n'y a aucune réponse. Et c'est pour ça que c'est très important de venir se former. Parce que c'est là où on réfléchit ensemble à travers des expériences vécues, à travers des réflexions de groupe, qui est de ce qu'on pourrait mettre en place dans notre situation de travail et par rapport à nous, qui nous sommes. Voilà. Alors, je vais vous proposer, si vous avez des questions, de pouvoir me les transmettre. Est-ce que vous avez des questions? Juste, je voudrais préciser que je vais remettre les dates de formation sur la page. Donc, tous les formateurs Snooze Alone Petite Enfance, si vous organisez des inters cette année, merci de me transmettre les dates. Et pour ceux qui ont été formés en Snooze Alone Petite Enfance et pas Snooze Alone Généraliste, merci de me donner les noms de vos formateurs. Voilà, pour que je les contacte. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir Isabelle. Alors, je précise que la vidéo, comme les 2 autres, que je vous invite à regarder, sera disponible sur le groupe, ainsi que sur ma page Sidonie Fillon, psychomotricienne formatrice. Du coup, je vous invite aussi à inviter des personnes que ça pourrait intéresser.
Est-ce qu'il y a des questions? Je vais étudier donc la possibilité de faire des interviews des thèmes particuliers, donc autour de l'autisme avec Laurent, autour de la pratique particulière quand on est assistante maternelle avec Annie. Et si vous avez d'autres besoins ou d'autres idées, n'hésitez pas à me poser la question. Parce que moi, je n'ai l'expérience depuis 12 ans qu'en tant que psychomotricienne, en des multi-accueils. Donc il y a des situations dans la petite enfance que je n'ai pas expérimentées, donc que je ne peux pas vous partager. Voilà, donc je préfère donner la parole à des personnes qui ont cette expérience-là et qui peuvent vous partager leur expérience. J'attends encore un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas de questions pour ce soir. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et j'espère vous voir bientôt. Je pense que je referai un Facebook Live s'il y a des questions jeudi prochain jusqu'à la fin du confinement et puis je vais essayer de vous proposer des interviews. Je vous souhaite une très belle soirée et prenez soin de vous, restez bien chez vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.